Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de la Chine maoïste, qui nous verrons, entre famine, isolation et maître du tiers-monde, reste assez atypique. Mais à quoi ressemblait la Chine avant ? Auparavant, elle était soumise à une forte pression des Occidentaux, c'était limite une semi-colonie, jusqu'au déclin de l'Empire britannique. S'ensuivra une guerre civile, opposant le Parti communiste au Parti nationaliste, entre 1927 et 1937. Tout ça pour le pouvoir. 1937, pourquoi elle s'arrête ? Elle s'arrête parce que les Japonais envahissent la Chine. Donc, temporairement, ils s'allient pour contrer l'invasion japonaise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est synonyme de défaite pour le Japon, la guerre civile reprend et se terminera en octobre 1949 par la victoire des communistes de Mao Tse-tung. C'est là que le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek se réfugie à Taïwan. Mao se rapproche rapidement de l'URSS de Staline. Ce rapprochement sera acté par un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle en 1950. Cette alliance se traduira notamment par l'entrée en guerre des Chinois auprès des communistes coréens lors de la guerre de Corée. Mais se traduira surtout par l'introduction du modèle soviétique, le modèle kolkhozien, dans les coopératives agricoles chinoises. C'est le mouvement Réforme agraire chinois, qui attribuera des millions d'hectares de terres à de pauvres paysans. Mais inversement, on les prend où ces terres ? On les prend chez d'autres. Donc qui causeront la mort d'environ 3 millions de personnes, notamment, surtout de propriétaires de terres, de personnes riches, mais aussi de malnutrition, légèrement. La réforme agraire maoïste ne ressemblait en rien à ce qu'avait imaginé Karl Marx. Autant dire que le maoïsme était déjà loin du communisme de base. Ensuite s'ensuivent de nombreuses campagnes de réprime qui auront lieu entre 1950 et 1956 envers les contre-révolutionnaires, ceux qui étaient contre le régime. À partir de 1956, la déstalinisation et la coexistence pacifique entre Est et Ouest souhaitée par Nikita Khrouchtchev sont considérées par Mao comme une trahison. Il sortira donc de l'influence soviétique et se prendra lui-même comme le nouveau dirigeant du communisme mondial, après Staline. C'est ainsi que la réforme du grand bond en avant est lancée. Cette réforme a pour but de stimuler en un temps record la production, en imitant la collectivisation et industrialisation intensive de Staline, que nous avons un peu vu dans une vidéo Révolte, l'URSS de Staline, Vichuga 1932. Avant, oui, j'ai dit en imitant la collectivisation et industrialisation intensive. Mais c'était pas très industrialisé avant la Chine communiste, la Chine de Mao Tse-tung, parce que c'était surtout agricole. C'était ce qui faisait sa richesse, c'était sa main-d'œuvre, tout son peuple, et surtout son grand nombre de terres. Il faudra attendre 1978 et la libéralisation du régime faite par Deng Xiaoping pour que la Chine devienne l'atelier du monde. La politique du grand bond en avant se solde par un échec cuisant et une famine qui fut probablement la plus meurtrière de l'histoire, avec 40 millions de morts. Sacré palmarès. S'ensuit ensuite une période d'isolation, durant laquelle la Chine se détachera de l'URSS, et avec son allié critiquera ouvertement celui-ci, notamment lors de l'invasion des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, en 1968. Je n'épiloguerai pas là-dessus, car une vidéo est disponible sur le sujet, oui encore. S'en va, entre 1966 et 1976, la révolution culturelle, qui se traduit par une augmentation du niveau d'alphabétisation, l'instruction des classes prolétaires, mais aussi par un nettoyage dans les rangs du parti et des persécutions de classes plus aisées. C'est aussi l'occasion, du coup, pendant cette réforme, il y a plein de choses à faire, de réduire l'influence religieuse au maximum. Il détruira plein de temples bouddhistes, arrêtera plein de bouddhistes tibétains, comme aujourd'hui ils le font toujours au Tibet et à la fois aussi au Xinjiang. Au début des années 70, Mao se rapproche des USA, ce qui lui permet de disposer d'un siège de membre permanent à l'ONU. La mort de Mao en 1976 laissa tout de même un pays qui était très cultivé, avec une remarquable égalité des sexes. Voici les deux grands points positifs. Les points négatifs, il y en a pas mal aussi.